Monsieur Réglé. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Vous publiez Drame de la route, combat contre l'injustice pour ne pas être victime deux fois aux éditions Hugo Doc. Et vous racontez 10 histoires aux conséquences dramatiques de ces parents qui perdent leur bébé à naître sur le chemin de la maternité, cette maman qui doit débrancher son enfant, ces deux hommes qui sont amputés, cette jeune fille de 15 ans qui va devenir paraplégique. Toutes ces histoires, évidemment, nous saisissent. Vous dénoncez une justice trop lente, peu sévère, mais aussi le comportement de certains assureurs entre la culpabilisation des victimes, une indemnisation au rabais. Vous pouvez évidemment nous appeler jusqu'à 12h50 pour vous interroger. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même qu'en 40 ans, il y a moins d'accidents dramatiques sur la route qu'il y avait dans les années 80 ? Oui, bien sûr, et heureusement qu'il y en a moins. Toute la politique de prévention, de répression a porté ses fruits pendant longtemps. Alors la prévention et la répression marchent toujours ensemble. Depuis 40 ans, on peut citer quoi ? La ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière. On peut aussi citer l'état des routes qui s'est amélioré, même si maintenant il se dégrade. On peut citer toutes les politiques de bleu, c'est-à-dire on va mettre des gendarmes à tous les coins de rue, toujours un peu plus, et les gens en ont eu peur pendant très longtemps. Il y a eu les radars avec le président Chirac en 2000 qui a fait baisser significativement la mortalité routière. Mais là, depuis 10 ans, on stagne autour des 3000 morts et puis des 200 000 personnes blessées, dont 16 000 par an qui trouvent le handicap. Et force est de constater que malgré des lois votées de manière rapide avec des changements de mots qui changent pas finalement grand-chose, ça fait 10 ans qu'on stagne et qu'on n'avance plus. Et les familles que j'ai défendues, que j'ai rencontrées, vous pouvez leur dire qu'avant il y avait plus de morts, ça va pas beaucoup les soulager. Parce que vous avez toujours défendu des victimes. Moi, je défends les deux. J'ai commencé en tant que pénaliste en défendant des auteurs. J'en défends encore. Et depuis quelques années, c'est vrai, j'accompagne des victimes parce que cela me plaît sur le plan, évidemment, personnel, mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient victimes deux fois. C'est-à-dire qu'après l'accident, elles sont également victimes de tout ce que vous avez dénoncé et qui se trouve dans le livre. À force de les côtoyer, des victimes de la route, de les assister, de les écouter, de les défendre et de les représenter, j'ai entendu qu'elles souffraient d'un manque de reconnaissance et de considération, d'une absence de protection et d'accompagnement, des méthodes douteuses de oui. certaines assurances. Certaines assurances. Oui, certaines assurances, pas toutes, je veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que pour beaucoup, lorsqu'il y a l'accident, l'assureur qui doit indemniser la victime ou la famille de la victime va tout faire pour culpabiliser ou la famille ou la victime en disant on va regarder si la victime ou les victimes n'ont pas une part de responsabilité dans l'accident. Et si on arrive, assureur, à prouver qu'il y a 20%, 30% de responsabilité, ce sera alors 20% et 30% qu'on vous donnera en moins. Moi, aujourd'hui, je veux que ce soit beaucoup plus difficile pour les assureurs de faire cela. Il faut pour ça changer la loi Badinter, qui régit depuis 85 la loi sur les accidents de la route. Et il faut aussi responsabiliser ces assurances et leur dire que l'on ne peut plus aujourd'hui continuer à faire de l'argent sur le dos des victimes. Et puis il y a quelque chose parfois qui peut choquer, des choses qui peuvent choquer dans l'affaire Aleno par exemple, et vous connaissez évidemment ce chef Aleno dont le fils le 8 mai au soir dans le 7e arrondissement a été tué par un chauffard qui était sans doute ivre avec une voiture qui allait au-delà de la vitesse réglementée. Je crois que ce chauffard et ce tueur d'enfants, aujourd'hui il n'est pas sous les verrous. Non, il l'a été pendant quelques mois. Il sera jugé et il est dehors. Donc ce sentiment de colère et peut-être d'injustice, si vous êtes le père, Yannick Aleno, le père que chacun connaît, que vous travaillez matin, midi et soir dans vos restaurants, et que vous savez que l'homme qui a tué votre fils est dehors, évidemment que vous éprouvez un sentiment de colère. Oui, alors... L'affaire Aleno, ça m'a conduit, moi, à avoir une réflexion un peu plus juridique, un peu plus profonde, en essayant de me départir de l'émotion que je ressens, évidemment, même si je ne ressentirai jamais ce que lui ressent. Est-ce que le Code de procédure pénale prévoit de retenir de manière provisoire cet auteur présumé, encore présumé innocent, plus d'1 an? La réponse est non. Le Code de procédure pénale, en matière délictuelle, en matière correctionnelle, puisqu'on parle d'un délit, c'est 1 an maximum renouvelable, donc tous les 4 mois. Que faut-il changer ? La loi, mais le législateur, Monsieur Darmanin, souvent, Monsieur Dupond-Moretti, viennent devant les caméras, dire leur émotion, leur scandale à voir ces comportements-là, et jamais rien n'est fait pour allonger.
par exemple, le délai de détention provisoire. Ce que j'ai retenu aussi de l'affaire Aleno, c'est ce que dénonçait le chef Aleno dès le départ. Maintenant, il en parle un peu moins. C'est le manque d'accompagnement psychologique. Ça a été la raison d'être de la loi sur l'homicide routier au départ, dans lequel le chef Aleno est très impliqué. Et puis lorsqu'il a fallu venir vendre cette loi votée à l'Assemblée nationale, le chef Aleno et les auteurs de la loi ne parlent plus de l'accompagnement psychologique. Pourquoi ? Donc, que le chef Aleno souffre, je l'entends, je souffre avec lui, mais je veux qu'il revienne à son combat premier, c'est l'accompagnement psychologique. Mais moi, je l'entendais comme vous, le chef Aleno, lorsqu'il parlait de l'accompagnement psychologique, mais que voulez-vous faire lorsqu'il est 4 heures du matin, et c'est ce qu'il racontait, que votre fils est mort et que vous vous retrouvez dans une pièce, je crois que c'était ou à l'hôpital ou à l'Institut médico-légal. Oui, à l'IML. On fait rien alors, Pascal Praud. Mais je vous connais pas aussi fataliste. Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce que ça change qu'il y ait quelqu'un avec vous à ce moment-là ? Vous êtes dans un tel état de sidération, de tristesse. Je sais pas, vous l'avez dit d'ailleurs au début de la conversation, comment on peut réagir dans ces cas-là, mais je ne vois pas en quoi une personne présente dans la pièce pourrait modifier les choses. Mais peut-être me trompe. Il est 12h29, on va marquer une pause et on va revenir là-dessus parce que l'homicide routier, qui me paraît beaucoup plus important pour tout vous dire que cela, ça me paraît vraiment fondamental de dire que celui qui prend sa voiture et qui a picolé, je suis désolé, s'il tue quelqu'un, pour moi, effectivement, il va pas en correctionnel. On va en parler. Il va pas en correctionnel. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'alcool, c'est 0. Tu ne prends pas le volant quand tu as bu un verre. Parce qu'autrement, tu prends un risque en tout cas. Et pourtant, les seuils de détection n'ont pas baissé. Et vous posez vos questions à notre invité, maître Antoine Réglet sur Europe 1 en composant ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Merci Émilie. Antoine Réglet donc avec nous. Il vient de publier Drame de la route, combat contre l'injustice pour ne pas être victime 2 fois aux éditions Hugo Doc. Et c'est passionnant de vous écouter. Avant de prendre un auditeur, en l'occurrence Salima, je voudrais sur le plan juridique. Aujourd'hui, vous tuez quelqu'un dans un accident de voiture alors que vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. C'est qualifié comment juridiquement ? Ça s'appelle encore un homicide involontaire qui va devenir homicide routier et on encourt aujourd'hui 7 ans d'emprisonnement ferme s'il y a une circonstance aggravante, 10 s'il y en a 2. Bon. Et cet homicide involontaire, homicide routier, ça voudrait dire qu'on pourrait le transformer en homicide volontaire ? Non, c'est un homicide quasi volontaire, c'est-à-dire il y a un comportement à la base qui est volontaire, qui est risqué, la prise de stupéfiants, la prise d'alcool, qui va déboucher sur un accident qu'on n'a pas souhaité, mais dont on n'a rien fait pour l'éviter. Donc, et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Quel est le juriste que vous êtes ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait l'appeler homicide volontaire ? Le problème du juriste, c'est que dès lors qu'il se met à parler de droit, on a l'impression que son cœur ne bat plus, alors qu'évidemment que si. Mais en tant que juriste, on ne peut pas considérer qu'il y a un comportement volontaire avec une volonté de tuer. Donc il ne peut pas y avoir d'homicide volontaire en ce que l'intention de tuer n'existe pas. Cependant, il y a une qualification dans le code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui répond un peu à la même logique, c'est l'affaire de Bertrand Cantat, Marie Trintignant notamment. Ça, c'est un crime. On irait donc à la cour d'assises. Et l'idée, ce serait sur le même plan, peut-être, de voir si on peut pas aller copier-coller cette infraction-là et la faire, et en faire un homicide routier plus. Pour le moment, ça a été évoqué à l'Assemblée nationale, ça a été rejeté. L'homicide routier qui vient au vote final à l'Assemblée nationale restera un délit et ne sera donc pas criminalisé. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que c'est une demande, moi, du public, des Français, de sanctionner fortement ceux qui sont des grands délinquants routiers. Oui, je l'entends aussi, et les victimes dans le livre le disent. Alors elles font une différence entre ceux qui ont eu un accident sans alcool, sans stupéfiants, et puis ceux où effectivement il y a l'alcool et des stupéfiants. J'entends aussi moi cette lame de fond répressive qui consiste à dire il faut emprisonner véritablement ceux qui ont occasionné la mort. Alors quelle solution on a ? Il y a un désir de punir, mais quelle de vengeance. On a ? En fait, on oblige souvent les juges. Moi, pardon, j'ai pas de super relation avec les magistrats, mais jamais vous m'entendrez de dire qu'il faut contraindre les juges. Donc on peut pas les contraindre. Et s'ils ne veulent pas appliquer des lois, soient-elles plus sévères, on ne le fera pas. Est-ce que le législateur doit criminaliser ? Pour le moment, il ne le fait pas. Si on le fait, on ira devant les cours d'assises et alors on aura les jurés populaires, ce sera très bien et à mon avis les peines seront exemplaires. Le vrai problème, c'est un autre souci qui est décrit dans le livre.
c'est la lenteur. C'est-à-dire que plus on va criminaliser des comportements, plus les instructions seront longues et il faudra alors 5 ou 6 ans pour juger ce qui est inadmissible. Bon, Salima est avec nous et bonjour Salima, et vous vouliez nous donner votre témoignage. Bonjour, oui effectivement, donc suite à votre interview concernant les accidents de la route, les peines et les assurances, moi je voulais vous donner un petit peu mon histoire, même si je pense que ça ne changera rien au niveau juridique, mais pour alerter sur le processus. Donc moi, il y a bientôt 4 ans, fin mai 2020, on a perdu mon frère qui avait 33 ans à cause d'un délinquant de la route. J'insiste sur le mot délinquant. Cette personne avait récupéré mon frère avec un copain chez ma mère pour aller faire un tour. Ils ont été au McDo et faire un tour, sauf que cette personne était sous l'emprise d'alcool et de ballons, vous savez, les ballons qui gonflent, la chose super tendance, mais qui, je pense, a un impact sur un comportement quand on roule. À l'hélium, je crois que c'est gonflé. Il n'avait pas de permis, donc pas d'assurance, et c'était une voiture qui lui était prêtée par un autre ami. Cette personne roulait sur une route fin mai, il faisait très beau, il n'y avait aucun problème. Il a perdu le contrôle du véhicule, mon frère a été projeté. Et au lieu d'appeler les pompiers ou de voir quoi faire, il s'est sauvé. Cette personne s'est sauvée. Donc c'est le passager qui a pris la peine d'appeler les secours et de rester près de mon frère. Et cette personne est revenue 2 jours après au commissariat, prétextant devoir saluer sa famille avant d'être incarcérée, alors que je pense que c'est le temps qu'il n'y ait plus d'alcool dans le sang, plus rien. Moi, mon frère est parti à 33 ans, donc. Ensuite, nous, on a pris un avocat, on a quand même été au procès, on a tout fait pour défendre. Il a été condamné à 1 an à ferme et 1 an avec sursis. D'ailleurs, mon avocat, pour nous, c'était peu, mais nous avait expliqué que dans ces cas-là, c'est tellement rare qu'il y ait du ferme et qu'il y ait 1 an. Mais sauf qu'il est sorti au bout de 5 mois. Il n'a fait que 5 mois. Et entre l'accident et le procès, il n'a pas été incarcéré. Il a repoussé le procès 2 fois. Apparemment, il avait le Covid, donc il ne pouvait pas venir. Parce qu'il a été jugé qu'en octobre 2021 et mon frère est parti en mai 2020. Et lors du procès, ma sœur et moi avons été, parce que ma mère, bien sûr, ne sera plus jamais la même et ne voulait pas le confronter. Quand il s'est exprimé en prétextant qu'il y avait des gravillons, enfin des choses vraiment futiles, en expliquant que c'était pas un délit de fuite, mais qu'il voulait vraiment être auprès de sa mère qui est malade avant d'être incarcéré. Enfin bref, des excuses très stupides pour nous. Et en fait, quand ma sœur et moi, nous avons fait notre témoignage, son avocat l'a repris et là, il a eu un petit mot pour la famille. Mais bon. Célima, merci. Pour moi, il n'y a pas trop de justice pour les accidents de la route. C'est très mal pénalisé. Pour moi, c'est des homicides volontaires. C'est comme une personne sous l'emprise de la colère qui tape et qui tue quelqu'un. Pour moi, c'est des meurtres. Et tant qu'il n'y aura rien, les accidents continueront. Et en fait, on peut impunément ôter la vie à quelqu'un. Et vu que c'est un accident de la route, en fait, les peines, elles sont vraiment... Merci de votre témoignage et merci de votre courage de témoigner. Et évidemment, ce que vous avez vécu est dramatique. Mais vous voyez, de ce témoignage, j'imagine, mais il rejoint d'ailleurs ceux qui sont dans le livre, Maître Réglet. Effectivement, lorsqu'on est victime, on a le sentiment qu'on est injustement frappé 2 fois. Oui, la première fois par l'accident, la deuxième fois par les assurances, on l'a dit, par la justice qui est trop lente, par la justice qui est clémente. Les victimes font une proposition dans le livre qui est une proposition que je trouve bonne sur le plan de la prévention et de la répression, c'est de dire, si les juges n'enferment pas les gens, libre à eux, tant que la loi ne change pas, nous proposons, nous, lorsqu'il y a un accident avec stup ou alcool, que ce soit celui qui l'a causé, qui doivent payer les dommages et intérêts à la victime après que l'assurance aura avancé les fonds à cette dernière. Alors, vous me direz, ça apporte quoi à la famille? Rien. Ça apporte que lorsque vous prenez un verre de trop ou lorsque vous prenez un joint et que vous allez prendre le volant, si vous n'avez pas peur de la prison, vous allez avoir peur très égoïstement d'être ruiné à vie parce que ce sont des centaines de milliers d'euros, parfois des millions d'euros qui doivent être remboursés. On l'a vu avec les radars en 2000. L'effet Chirac, l'effet des radars, de taper au porte-monnaie, ça a quand même pas mal marché, même si ça nous ennuie tous. Et aujourd'hui, les gens qui n'ont peur ni de la prison, ni de perdre leur permis de conduire, je crois qu'ils auront peur d'être ruinés. Et s'ils n'ont pas peur, leur conjoint ou leur conjointe qui sera à côté ou leurs enfants majeurs qui seront avec eux dans la voiture, certainement auront un effet dissuasif parce qu'ils n'auront pas envie de voir leur père ou leur mère être ruinés à vie et eux avec. Vous évoquez également l'affaire Palmade dans votre livre et quel enseignement tirez-vous de l'affaire Palmade et notamment cet enfant Annette qui n'existe pas tant qu'il n'a pas respiré en dehors du ventre de la mère?
L'enseignement que l'on en tire pour le moment, c'est que le pouvoir politique a beaucoup parlé et n'a toujours rien fait. Pendant des semaines, on a entendu Monsieur Darmanin, Monsieur Dupond-Moretti venir nous dire que ça allait changer. Rien n'a changé. On a changé les mots avec l'homicide routier, mais on n'a toujours pas accordé ce que la Cour de cassation n'accorde pas, c'est-à-dire un statut à l'enfant à naître. Alors, dans l'affaire d'Angélique et Valentin, qui ouvre le livre et qui correspond au dossier Palmade, en ce qu'un enfant mort in utero n'a pas connu la vie, eh bien, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui étaient à 2 heures de naître à la maternité. Aujourd'hui, ils ne sont pas victimes d'un homicide involontaire ou d'un homicide routier. Ils ne sont rien pour le droit pénal. Et cela, le législateur ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler parce qu'il a eu peur pendant longtemps que cela remette en cause l'IVG. On est très tranquille là-dessus. À partir du moment où on dit avant 22 semaines, il n'y a pas de reconnaissance du fœtus, après 22 semaines, il y a une reconnaissance du fœtus, et l'IVG étant en plus constitutionnalisé, on peut régler le problème. Alors j'ai deux députés qui travaillent avec moi pour que cela avance. C'est madame la députée Violette Spielbout, députée du Nord, qui est très en pointe sur ce combat avec moi et qui, à chaque page du livre, me dit qu'elle m'emmènera voir Éric Dupond-Moretti pour que ça bouge. Et puis Damien Di Filippo, député de Moselle, qui depuis très longtemps veut que cela bouge. Alors moi, ce que je veux vous dire pour terminer la réponse à votre question, c'est que ça parle beaucoup, mais ça agit peu. Et venir faire une loi sur l'homicide routier pour changer des mots et aggraver des peines qui de toute façon ne seront pas appliquées, ça s'appelle trahir les victimes. Et je suis extrêmement chagriné que ceux qui ont porté ce texte aient convaincu le chef Aleno, qui finalement appelle à voter une loi qui trahit les victimes. Je vous propose vraiment de le lire, ce livre, parce qu'il est extrêmement intéressant. Et puis, je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous écrivez d'ailleurs, page 201, « Jusqu'à l'âge de 15 ans, je désirais être journaliste ». Eh bien, il y a quelque chose, en tout cas, qui aurait fait que vous auriez pu être un excellent journaliste à la radio, je pense, c'est votre voix. Vous avez une voix et je pense qu'on ne doit pas être les premiers à vous le dire. Je la dois à mon père qui a fait 30 ans de radio, Philippe Réglet, sur une radio concurrente, Bleu, pour pas la citer. Mais c'est vrai que vous avez un timbre de voix qui aurait fait un excellent journaliste, bien sûr. J'ai encore l'espoir d'y arriver. Un exemple d'affaire octobre 2014, perdre son conjoint, parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce livre, même s'il nous reste juste 1 minute, mais c'est effectivement déchirant lorsque Sophie, la femme de Jean, dit personne n'est préparé à regarder ses enfants dans les yeux pour leur dire papa est mort. Je n'ai que très peu de souvenirs de cette scène, je n'ai que des flashs. C'est le pire moment de ma vie. Les enfants sont assis sur le canapé quand je leur dis votre père est mort. Je me rappelle les hurlements de Joachim, ou Joachim, je ne sais pas, mon grand, de Joachim, qui part s'enfermer dans sa chambre. Je me souviens de leur regard, des larmes, des cris, de l'infinie douleur que leur être exprime alors. Valentine a 18 mois. Ça se passe de commentaires. Merci d'être venu avec nous, Monsieur Réglet. Je rappelle effectivement ce livre aux éditions Hugo Doc, Drame de la route, combat contre l'injustice pour ne pas être victime 2 fois. Je ne sais pas si vous faites attention vous-même, tous, lorsque vous prenez aujourd'hui la route. Et est-ce que vous êtes vigilant si vous avez bu 1 verre, 2 verres? Alors 1 verre, je pense que ça peut aller. 2, 3 verres, évidemment, on est déjà... On prend pas le volant. On est en difficulté forcément sur ses réflexes, sur sa concentration et pas ce problème-là, Monsieur Boubouk, puisque vous ne conduisez pas. Ah non plus. C'est mieux pour la France que je ne conduis plus, que je ne conduise plus. Il est 12h46, ça va être le débrief dans 1 seconde. Merci d'être avec nous, merci d'être sur Europe 1, merci avec ces témoignages qui ont été très forts depuis le début de notre émission, depuis 11h. Et puis merci donc à Antoine Réglet, qui est avocat au barreau de Lille. Référence, paraît-il, en matière de droit routier. Moi ? Oui. Si vous le dites. À tout de suite. De 11h à 13h, c'est Pascal Frey, vous sur Europe 1.